édition spéciale. Opération Sarkozy, comment la CIA a placé un de ses agents à la présidence de la République française. Par Thierry Messant. Nicolas Sarkozy doit être jugé à son action, et non pas d'après sa personnalité. Mais lorsque son action surprend jusqu'à ses propres électeurs, il est légitime de se pencher en détail sur sa biographie, et de s'interroger sur les alliances qui l'ont conduit au pouvoir. Thierry Messant a décidé d'écrire la vérité sur les origines du président de la République française. Toutes les informations contenues dans cet article sont vérifiables, à l'exception de 2 imputations, et signalées par l'auteur, qui en assume seul la responsabilité. Les Français, lassés des trop longues présidences de François Mitterrand et de Jacques Chirac, ont élu Nicolas Sarkozy, en comptant sur son énergie, pour revitaliser leur pays. Ils espéraient une rupture, avec des années d'immobilisme, et des idéologies surannées. Ils ont eu une rupture, avec les principes qui fondent la nation française. Ils ont été stupéfaits par cet hyper-président, se saisissant chaque jour d'un nouveau dossier, aspirant à lui la droite et la gauche, bousculant tous les repères, jusqu'à créer une complète confusion. Comme des enfants qui viennent de faire une grosse bêtise, les Français sont trop occupés à se trouver des excuses, pour admettre l'ampleur des dégâts et leur naïveté. Ils refusent d'autant plus de voir qui est vraiment Nicolas Sarkozy, qu'ils auraient dû s'en rendre compte depuis longtemps. C'est que l'homme est habile. Comme un illusionniste, il a détourné leur attention, en offrant sa vie privée en spectacle, et en posant dans les magazines People, jusqu'à leur faire oublier son parcours politique. Que l'on comprenne bien le sens de cet article. Il ne s'agit pas de reprocher à M. Sarkozy ses liens familiaux, amicaux et professionnels, mais de lui reprocher d'avoir caché ses attaches aux Français qui ont cru, à tort, élire un homme libre. Pour comprendre comment un homme, en qui tous s'accordent aujourd'hui à voir l'agent des États-Unis et d'Israël a pu devenir le chef du parti gaulliste, puis le président de la République française, il nous faut revenir en arrière. Très en arrière. Il nous faut emprunter une longue digression au cours de laquelle nous présenterons les protagonistes, qui trouvent aujourd'hui leur revanche. Secret de famille. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets états-uniens s'appuient sur le parrain italo-américain Lucky Luciano, pour contrôler la sécurité des ports américains, et pour préparer le débarquement allié en Sicile. Les contacts de Luciano, avec les services US, passent notamment par Frank Wisner Sr. Puis, lorsque le parrain est libéré, et s'exile en Italie, par son ambassadeur corse, Étienne Landry. En 1958, les États-Unis, inquiets d'une possible victoire du FLN, en Algérie qui ouvrirait l'Afrique du Nord à l'influence soviétique, décident de susciter un coup d'État militaire en France. L'opération est organisée conjointement par la direction de la planification de la CIA, théoriquement dirigée par Frank Wisner Sr. et par l'OTAN. Mais Wisner a déjà sombré dans la démence de sorte que c'est son successeur, Allen Dulles, qui supervise le coup. Depuis Alger, des généraux français créent un comité de salut public, qui exerce une pression sur le pouvoir civil parisien, et le contraint à voter les pleins pouvoirs au général de Gaulle, sans avoir besoin de recourir à la force. Or, Charles de Gaulle n'est pas le pion que les anglo-saxons croient pouvoir manipuler. Dans un premier temps, il tente de sortir de la contradiction coloniale, en accordant une large autonomie au territoire d'outre-mer au sein d'une Union française. Mais il est déjà trop tard pour sauver l'Empire français, car les peuples colonisés ne croient plus aux promesses de la métropole et exigent leur indépendance. Après avoir conduit victorieusement de féroces campagnes de répression contre les indépendantistes, de Gaulle se rend à l'évidence. Faisant preuve d'une rare sagesse politique, il décide d'accorder à chaque colonie son indépendance. Cette volte-face est vécue comme une trahison par la plupart de ceux qui l'ont porté au pouvoir. La CIA et l'OTAN soutiennent alors toutes sortes de complots pour l'éliminer, dont un putsch manqué et une quarantaine de tentatives d'assassinat. Toutefois, certains de ses partisans approuvent son évolution politique. Autour de Charles Pasqua, il crée le SAC, une milice pour le protéger. Pasqua est à la fois un truand corse et un ancien résistant. Il a épousé la fille d'un bootlegger canadien qui fit fortune durant la Prohibition. Il dirige la société Ricard, qui, après avoir commercialisé de l'absinthe, un alcool prohibé, se respectabilise en vendant de l'anisette. Cependant, la société continue à servir de couverture pour toutes sortes de trafics, en relation avec la famille italo-new-yorkaise et genovaise, celle de Lucky Luciano. Il n'est donc pas étonnant que Pasqua fasse appel à Étienne Landry, l'ambassadeur, entre guillemets, de Luciano, pour recruter des gros bras, et constituer la milice gaulliste. Un troisième homme joue un grand rôle dans la formation du SAC, l'ancien garde du corps de Gaulle, Achille Peretti, un Corse lui aussi. Ainsi défendu, de Gaulle dessine avec panache une politique d'indépendance nationale.
Tout en affirmant son appartenance au Grand Atlantique, il remet en cause le leadership anglo-saxon. Il s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun européen, 1961, et 1967. Il refuse le déploiement des casques de l'ONU au Congo, 1961. Il encourage les États latino-américains à s'affranchir de l'impérialisme US, discours de Mexico, 1964. Il expulse l'OTAN de France et se retire du commandement intégré de l'Alliance Atlantique, 1966. Il dénonce la guerre du Vietnam, discours de Phnom Penh, 1966. Il condamne l'expansionnisme israélien, lors de la guerre des 6 jours, 1967. Il soutient l'indépendance du Québec, discours de Montréal 1967. Etc. Simultanément, De Gaulle consolide la puissance de la France, en la dotant d'un complexe militaro-industriel incluant la force de dissuasion nucléaire et en garantissant son approvisionnement énergétique. Il éloigne utilement les encombrants corses de son entourage, en leur confiant des missions à l'étranger. Ainsi Étienne Landry devient-il le trader du groupe Elf, aujourd'hui Total, tandis que Charles Pasqua devient l'homme de confiance des chefs francophones. Conscient qu'il ne peut défier les anglo-saxons, sur tous les terrains à la fois, De Gaulle s'allie à la famille Rothschild. Il choisit comme Premier ministre le fondé de pouvoir de la banque, Georges Pompidou. Les deux hommes forment un tandem efficace. L'audace politique du premier ne perd jamais de vue le réalisme économique du second. Lorsque De Gaulle démissionne, en 1969, Georges Pompidou lui succède brièvement à la présidence, avant d'être emporté par un cancer. Les gaullistes historiques n'admettent pas son leadership et s'inquiètent de son tropisme anglophile. Il hurle à la trahison lorsque Pompidou, secondé par le secrétaire général de l'Élysée Édouard Balladur, fait entrer la perfide Albion, entre guillemets, dans le marché commun européen. La fabrication de Nicolas Sarkozy. Ce décor étant planté, revenons-en à notre personnage principal, Nicolas Sarkozy. Né en 1955, il est le fils d'un noble catholique hongrois, Pál Sarkozy de Nagyboxa, réfugié en France après avoir fui l'armée rouge, et d'André Mala, une roturière juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu 3 enfants, Guillaume, Nicolas et François, le couple divorce. Pál Sarkozy de Nagyboxa se remarie avec une aristocrate, Christine de Gainey, dont il aura 2 enfants, Pierre-Olivier et Caroline. Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais ballotté dans cette famille recomposée. Sa mère est devenue secrétaire d'Achille Peretti. Après avoir cofondé le SAC, le garde du corps de Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le magazine Time révèle l'existence d'une organisation criminelle secrète, l'Union Corse, qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l'Europe et l'Amérique, la fameuse Fresh Connection qu'Hollywood devait porter à l'écran. S'appuyant sur des auditions parlementaires et sur ses propres investigations, Time cite le nom d'un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n'est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua pour la société d'alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles qui dirigeraient l'Union Corse, dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale et échappe même à un suicide. En 1977, Pál Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Gainey, laquelle se lie alors avec le numéro 2 de l'administration centrale du département d'État des États-Unis. Elle l'épouse et s'installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c'est bien connu, son mari n'est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il est clair qu'il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis, où il bénéficie des programmes de formation du département d'État. À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d'autant plus rapidement Charles Pasqua, que celui-ci n'est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine. En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s'étant inscrit au barreau, épouse la nièce d'Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu'avocat, Maître Sarkozy défend les intérêts des amis corses et de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l'île de Beauté, à Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « Y » par un « I ». Sarkozy. L'année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine, en remplacement de son bel oncle, Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque.
Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme, et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l'épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l'époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance en célébrant leur mariage, en qualité de maire de Neuilly. Cette double vie dure 5 ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs, pour construire un nouveau foyer. Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s'empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu'il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. La rupture est brutale, et son retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy. En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un premier ministre de droite. Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence, et pense alors former avec Édouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle et Pompidou, refuse d'être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur. S'il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités, en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie Saoudite et en Israël et devient officier d'honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l'unissent au porte-parole du gouvernement français. C'est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l'on avait connue 30 ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c'est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995, lorsque Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l'élection présidentielle, et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le gouvernement Balladur ouvre les négociations d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN des États d'Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique. Rien ne va plus dans le parti gaulliste, où les amis d'hier sont près de s'entretuer. Pour financer sa campagne électorale, Édouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le mégot. La traversée du désert.